Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans le magazine littéraire, le magazine consacré à la littérature sur Zouk TV, un magazine qui vous propose de découvrir la littérature sous toutes ses formes en compagnie d'invités de renom. Aujourd'hui, notre magazine sera consacré au thème de la Charte européenne des langues régionales, actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Nous recevons Hector Elisabeth, sociologue, et Éric Ercilly Héloïse, journaliste à France Antilles, accessoirement. Ensemble, nous débattrons des limites d'une relation ou comment sommes-nous influencés par les décisions outre-mer en ce qui concerne notre développement en tant que société. Bonjour Hector Elisabeth, bonjour Éric Ercilly Héloïse. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le magazine littéraire. Voilà donc un débat qui dure depuis bientôt 20 ans. La ratification de la Charte européenne des langues régionales était en débat mercredi dernier à l'Assemblée nationale. À noter que la ratification de la Charte des langues régionales était la 56e proposition quand même du candidat François Hollande. Hector, oui, dans sa campagne. Ça vous parle? Absolument. L'objectif de la Charte, donc quand même à préciser, est de protéger un patrimoine linguistique et non pas de reconnaître des droits linguistiques particuliers. Ce qui sous-entend que la Charte n'aurait pas forcément un volet politique, quoique, mais purement un volet social, si on veut. En tout cas, s'intéresserait à la langue et pas aux droits de la langue, en fait. C'est un autre débat. Pour ce qui concerne la France, donc, ceci explique certainement les hésitations de la France. Cette charte porte atteinte à la Constitution, à la loi constitutionnelle française, puisque la loi constitutionnelle française déclare que la langue de la République est le français, forcément. Elle impose donc de prendre une loi constitutionnelle et non pas une simple loi, ce qui sous-entend la réunion du Congrès et une majorité des 3/5, des termes qui, Hector Elisabeth, vous sont familiers. Oui, sur les questions de vote, on va dire. D'ailleurs, la Martinique elle-même a bénéficié de ce processus puisqu'elle s'est réunie en congrès sur une question qui touchait à la Constitution. Tout à fait. Donc, change. Oui, Éric Ercilly Héloïse. Je voudrais revenir un petit peu. Il y a quelque chose d'assez troublant dans cette histoire que la charte serait un petit peu contraire à la Constitution. Or, il ne faut pas oublier que le titre 2 de la Constitution de 1958 veut que la France est un État unitaire, composé. Donc, tout dépend comment est-ce que le législateur met le curseur. S'il met sur unitaire, donc on est jacobin, donc c'est central, donc c'est le français, il n'y a qu'une seule langue. Si on met sur le composé, et on est dans la décentralisation, composé, ça veut dire l'acceptation. Alors, rien n'empêche d'avoir une langue nationale, le français, et des langues vernaculaires. Et là est tout le problème. Donc, ce sont des arguties, en quelque sorte, qu'on pourrait dire. Hein? C'est-à-dire, et en plus de ça, quand on dit que c'est pas, on préservait un patrimoine, quoi. C'est comment dire, préserver le petit patrimoine local. Or, historiquement, et on va revenir tout à l'heure sur les réactions de la droite, l'extrême droite, etc., c'est pas le petit patrimoine local. C'est que toutes les langues qui sont là sont constitutives D'une identité plus large que celle qui a constitué la République. Qui a constitué la République. Ouais. Donc c'est savoir si la France veut être jacobiniste ou est-ce qu'elle veut être un État moderne. C'est toute l'idée là. Hein. En tout cas, vous, c'est bizarre de dire vous. On peut se dire tu. Nous pas dit tu toute la journée. Alors, en tout cas, tu m'enlèves de la bouche ma première question, puisque tu manifestes bien le fait que tu as suivi au moins le débat. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, j'ai suivi le débat et puis, en fait, il y a aussi une autre chose. C'est-à-dire que ce débat, c'est comme si nous empruntions, nous, créoles, nous empruntions un cheval qui n'est pas le nôtre, forcément, pour nous faire reconnaître. La langue ou la loi? La charte ou la charte. D'accord. La charte. On emprunte ce cheval-là pour se faire reconnaître, pas se faire reconnaître, se faire connaître, pas reconnaître. Comme une validation. Une validation. Pourquoi? Tandis que? Mais oui, pourquoi? Parce que les langues bretonnes
bretonne, occitan, etc., etc., ce sont des langues qui sont venues après, tandis que nous, le créole est constitutif, c'est la base même de notre culture et de notre culture. Identité. Et de notre culture et de notre identité. Et il y a une autre chose qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle de la charte, et c'était en 92 qu'elle a été rédigée, c'était des langues pratiquement mortes. C'est-à-dire qu'en Bretagne, jusqu'à nécessité de sauver quelque chose. Et sauver. Un exemple. Le drapeau breton qu'il y a, c'est un losange, là, c'est une suite de losanges, blanc et noir, etc. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente tout simplement les départements qui sont bretonnants et les autres qui ne parlent que français. Tandis que chez nous, c'est pas une histoire de souvenir. Tout Martiniquais parle créole. C'est une chose claire. Donc chez nous, c'est nos sociétés, c'est une langue vivante. Même si certains qui viennent des années passées parlent encore de patois, de machin comme ça. Mais même s'ils parlent de patois, ils pensent créole. Alors, petite précision avant de passer la parole à Hector Elisabeth. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été adoptée avec la Convention européenne de 92 sur les auspices du Conseil de l'Europe pour protéger et pour favoriser les langues historiques régionales et les langues des minorités en Europe. Les langues concernées par cette convention sont les langues traditionnellement employées par les ressortissants des groupes ethniques d'une partie d'un État européen. Elles s'appliquent essentiellement aux langues parlées par une minorité du pays. Les langues régionales, c'est-à-dire les langues parlées localement au sein même du pays, dérivant d'une culture régionale distincte de la culture du pays lui-même, le breton en Bretagne, le corse en Corse, le flamand en Flandre et le créole pour ce qui nous concerne. Et puis la Charte européenne des droits des langues régionales protège aussi les langues minoritaires. Alors qu'est-ce qu'une langue minoritaire? C'est une langue parlée par une minorité ethnique implantée dans le pays. Par exemple, l'allemand parlé par une minorité allemande au Danemark. L'Union européenne donc compte actuellement 28 États membres, 6 États n'ont pas ratifié la charte, dont justement l'exemple qui nous intéresse, celui de la France, qui a simplement pris des engagements à le faire. Alors gardons espoir. Éric Hercile-Héloïse. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole, hein, mais quand tu parles de langue minoritaire, il y a quelque chose qui est très très intéressant. C'est l'exemple de la Guyane. Il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti, je ne me rappelle plus tellement du titre. De Price. Non, avant qu'arrive Price, sur les langues minoritaires en Guyane. Il y a quelque chose comme 9 à 10 langues minoritaires. Or le créole. Le créole. Non, le créole fait partie d'elle. Hein. Le créole fait partie d'elle. Au moins 8 autres. Ouais, au moins 8 autres. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Faut pas que dans ce débat sur les langues minoritaires, machin, on fasse exactement comme les Jacobins ont fait. C'est-à-dire que on dit le créole et puis nous Philippe les autres là. Tout à fait. C'est ça. Hector Elisabeth, la question a été posée à Éric Hercile-Héloïse, mais en fait, on peut se permettre de se tutoyer aussi. Absolument. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as suivi le débat. Oui, c'est parce que j'ai suivi le débat et puis parce que c'est un débat qui nous concerne, Éric et moi et toi-même. Ce que je voudrais d'ailleurs tout de suite bien cibler, c'est que c'est langue et culture. Donc nous parlons des langues, mais c'est langue et culture. Et ça veut dire que nous qui sommes des convaincus de l'importance du créole, c'est la culture créole, la langue faisant partie de la culture. Exactement. Donc c'est un débat que j'ai suivi depuis son début. Hors micro, Éric nous disait qu'il faut remonter aux années 72, effectivement, puisqu'il y avait les premiers débats sur la décentralisation. Mais en 92, j'avais eu l'occasion de travailler avec les gens du Conseil de l'Europe, en particulier avec Mme Catherine Lalumière, qui avait été elle était présidente du Conseil de l'Europe à l'époque, et tous ces débats s'étaient déroulés. Et pourquoi j'insiste sur cette notion de culture, c'est qu'en fait, ce sont des questions, et Éric a bien commencé à l'expliquer, ce sont des questions qui sont liées
à toutes les questions actuelles sur l'identité française, etc. Parce que c'est la question de l'identité, de la diversité, etc. C'est ça qui est posé là, quand on parle des langues. Mais on parle aussi des cultures. Et alors, de deux choses l'une, ou bien on considère que la France a une identité monolithique, bon, c'est la question, c'est le point de vue du FN et de certains comme Guénaud à droite, ou bien on considère que c'est une société composite et avec différents éléments qui sont le breton, qui sont le corse, qui sont les ultramarins, etc. Et ça, c'est une vraie question, pas seulement politique et encore moins politicienne, c'est une vraie question sociétale. Ah oui, exactement. C'est-à-dire que cette République française, parce que il est rare, tu vas voir, il est rare que dans les débats, les gens posent le problème de l'article 2. Et pourtant, c'est simple. Unitaire, composé, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que quand on a fait la Constitution de 58, il y avait un tas de choses qui étaient là. On dit, et il y avait les États africains, il y avait un tas de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis composé. Est-ce à dire que l'indépendance des États africains a changé la donne? Pas Non. Vraiment, puisque le texte est le même. Oui, mais le texte est le même. Mais on a couillonné les autres. Donc les couillonnés, c'est nous. Ah, mais non. Les couillonnés, non, c'est nous. Mais non, mais c'est simple. C'est unitaire composé. Oui. Donc c'est unitaire dans son. Comme ça arrange. Non. Et C'est composé quand unitaire. ça Non, n'arrange pas. unitaire dans sa structure. Mais composé, c'est-à-dire que c'est éparse. C'est ce qui a permis. Il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain en même temps. C'est ce qui a permis de faire la décentralisation. Absolument. Absolument. La composition. Très bien. Donc, en allant au bout de la décentralisation, on est obligé d'admettre ce qui ne remet pas, attention, ce qui ne remet aucunement en cause l'État français, Oui. L'unité de l'unité. Alors, on reviendra tout à l'heure, Eric Hersily et Loïse l'a signalé, on reviendra, et Hector et Elisabeth également, on reviendra sur quelques commentaires qu'on a recueillis sur le plan national. On reviendra également sur la participation d'Alfred Marie-Jeanne et puis le fait que lui ait osé parler en créole. Eric Hersily disait hors antenne que l'exemple, il y avait déjà eu un précédent. C'était un breton, un député breton qui lui avait aussi... Oui, mais alors, bon... ça, c'est pour tout de suite. Ça, c'est pour tout à l'heure après notre page musicale. Non, Oui. juste en disant, c'est qu'il y a un problème, enfin un problème, non, c'est le fait breton. Le fait breton, les Bretons sont des Celtes. Et les Bretons... Pas qu'à manger bien. Voilà. Et puis ils ont été conquis. Non, ils ont été conquis. Ils ont souffert du jacobinisme. Donc, ce qui fait que quand on va, par exemple, tu es déjà allé en Bretagne, quand tu vas en Bretagne, il faut savoir que... Comment tu sais que j'ai déjà été en Bretagne? C'était une question. Vous priez ça. Et quand on va dans ce pays, et nous avons, il faut savoir aussi, on va en parler après, c'est que une bonne partie de notre culture est d'origine bretonne, ou tout au moins celte. Tout à fait. Ou tout au moins celte, par exemple, Notre dans les contes. culture en Martinique est Martinique est un créole. Tout à fait. Quand par exemple on entend dans les contes yécri, yécra, on s'est demandé toujours, mais d'où ça vient ça? C'est quoi? C'est le crissement des bateaux à voile bretons. Et c'est dans les chansons de vieux marins bretons qu'on entend ce truc, cri, crac. Voilà. Et c'est bon. Et donc eux, ces gens-là, ce sont des irréductibles. Ce sont d'ailleurs, c'est toujours la mentalité celte qui fait que le breton, en général, il est, il est breton avant tout. Il y a une association bretonne qui est en Martinique, il date depuis 1950, je crois. Ces mecs-là se renouvellent sans arrêt. Pourquoi? Parce que le breton ne reste pas dans un pays. C'est pas un colon, hein. Il dit, je viens vous visiter et je retourne chez moi. Il respecte l'identité de l'autre, ce qui n'est pas pour toutes les composantes. Très bien. On revient à ce débat très intéressant juste après notre première page musicale. À tout de suite. Première fois que j'ai vu tes yeux innocents,
présent, près de toi pour t'épauler, te voir grandir. Pour rien au monde, je ne veux rater ces instants. Ma vie, tu es mon ange, la plus belle chose dont j'ai rêvé. Mon avenir et mon présent ont fait de toi mon adoré. Le gardien de tes rêves, le parchemin de ton avenir. L'oreille attentive à tes questions et tes désirs. Hey, voler en bas. Je veux t'accompagner au plus haut de tous les sommets. Être le marchand de sable qui te donnera le sommet. Voilà un beau petit zouk au travers du gosier. Ça n'a jamais fait de mal, de belles images et puis de la bonne musique. Retour donc sur le plateau du magazine littéraire sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la Charte européenne des langues régionales et nous recevons Hector Elisabeth, sociologue, et Éric Hercillier-Héloïse, journaliste à France Antilles, accessoirement, comme je le disais. Nous avons passé en revue quelques débats préliminaires, nous avons présenté un petit peu la Charte dans les grandes lignes, et puis nous abordions, là, juste avant la coupure musicale, le débat autour des commentaires, parce que là, nos élus nationaux, ils ont été à la mesure, n'est-ce pas? Comme par exemple Henri Guénaud de l'UMP qui nous dit que la ratification de la Charte européenne des langues régionales par la France, attention, serait ni plus ni moins qu'un retour aux principautés et aux féodalités du Moyen-Âge. Tandis que Marion Maréchal Le Pen, alors là on est un petit peu plus vers la droite, carrément à l'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen du FN voit, tenez-vous bien là aussi, c'est chaud, elle voit un risque majeur de balkanisation de la République. Et puis, nous avons notre chabin national, Alfred Marichal, qui en tant que député martiniquais est monté au créneau et n'a pas hésité, s'il vous plaît, à utiliser la langue de Mona quand même dans l'Assemblée de la personne pour dire que toutes les langues se valent, toute langue c'est langue, moins qu'est voté pour Bayon en pâle, a déclaré Alfred Marichal. Alors, messieurs... Rodolphe, permets-moi de t'interrompre.
Je t'en prie. Alfred Marie-Jeanne n'a pas utilisé la langue de Monnard, il a utilisé la langue de Gilbert Gracian. Aussi, mais... Non, pas aussi. Non. Littérairement, mais là, il était dans l'oralité. Donc, il a utilisé la langue de... Attention, et là, je me rappelle qu'il y avait un Mais je discours, vois, c'était à par Paris. rapport à Molière et la littérature bien sûr, et tout ça, non, généralement, attends, effectivement, on cite les littéraires. mais C'est une culture orale, monsieur. Pour l'instant, donc on Oui, cite mais les musiciens. attention, c'est un type comme Gracian qui va en France, qui est reconnu comme intellectuel et qui va faire un discours en créole. C'était dans les années 1978. C'est incroyable. Dans le contexte dans le cadre de l'oralité dans lequel baigne encore la langue créole, les musiciens ont beaucoup fait pour la langue créole que des Molières ou des Cervantes ou des Dante ou des Angres, etc. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, je Oui, vois. sur la question de l'oralité. C'est la question de l'oralité. Molière a donné ses lettres de noblesse à la langue française, c'est un fait. Mais pour autant, ce sont nos musiciens qui... Cela étant, nous allons faire assaut de culture et Malherbe vint. C'est-à-dire que c'est Malherbe qui a fait adopter l'unicité de la langue française parmi les mécréants. Et donc, ce sont des gens comme Gracian, comme De Chambertrand, etc., qui sont allés dans la France à ce moment-là. À ce moment-là, ce n'était pas encore la 5e République, donc ce n'est pas l'État unitaire composé, et ils ont imposé ce créole. C'est ça. On parle par exemple des années 20 à Paris, où la biguine s'était imposée, et c'était là des types comme Chambertrand, etc., ils faisaient admettre ça. Il ne faut pas oublier ça. Ah, mais je n'oublie pas ça. C'est ça. Donc, ce qui fait que là maintenant, si c'est au Parlement, ces langues régionales, dont le créole. Parce que je dis toujours que nous sommes en train d'emprunter un cheval qui n'est pas le nôtre. Quand elle parle de les langues minoritaires en décadence, etc., ça c'est pour la France, ça c'est leur problème, c'est l'Hexagone. Bon, on emprunte ce cheval-là, on monte ce cheval-là pour imposer notre langue avec sa façon, avec sa culture. Parce qu'il faut bien, maintenant, il faudra bien dire culture. Parce que nous sommes une culture diglossique. On y arrivera tout à l'heure. On est justement dans le vif du sujet, parce que la question que je pensais vous poser juste après Merde, ça fait la deuxième fois que je vois ces questions. ma petite présentation, est-ce qu'il n'est pas temps, et là la question est lourde de sens, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'est pas temps de passer d'une diversité contrariée, comme Éric le disait, à une diversité assumée par la France? Et dans tout ça, quel rôle nous, en tant que créoles, en tant que créolophones, engagés dans le vaste débat de la République, nous, quel rôle avons-nous à jouer? Et tu parlais effectivement du rôle de nos auteurs, Gracian, Chambertrand, quelques autres. Mais sur un plan plus général, dans la rue, au quotidien, comment, et toi Elisabeth, je me tourne vers toi, comment ressentons-nous? Éric dit qu'on emprunte un cheval qui n'est pas le nôtre, il a certainement raison. Mais dans la rue, comment les gens peuvent... Quand on se pose la question de savoir si on doit mettre son enfant à l'école, par exemple, et lui enseigner le créole. Quand on a tout ce débat autour de la charte régionale des langues européennes, comment le Martiniquais, lui, réagit? Éric dit que c'est important pour nous de prendre conscience de notre identité créole et de la valoriser, de la valider. Mais quand nous avons ces obstacles qui sont au-dessus de nous, comment réagissons-nous? Ça, c'est la conscience collective. Tout part... En fait, bon... Lui est sociologue. Hector Elisabeth? Oui, mais tout part de la conscience collective. Donc il faut cette conscience collective. Oui. Hector Elisabeth? Non, moi ce que je voudrais dire, je voudrais faire un commentaire rapide quand même sur les réactions là, parce que quand on parle de Guénaud et de Mademoiselle Le Pen, Guénaud, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a suggéré, qui a même rédigé à Sarkozy le fameux discours de Dakar, où Sarkozy nous sortait que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Donc, quand Guénaud parle, pour moi, il est complètement illégitime. Bon, mais c'est pour dire quand même qu'il reste quand même un morceau très conservateur en France, en face de ce développement qui est le futur. C'est cette question, tout à fait. Pour revenir... Pour Maréchal Le Pen, j'aimerais bien t'entendre aussi. Pour moi, le FN, je ne mets pas le FN... La balkanisation de l'Europe. Peut-être à tort, je ne considère pas ces gens comme des... faisant partie de la République de manière démocratique. Donc, j'ai tendance à les écarter. Mais effectivement, c'est le
C'est le concept qu'on va toujours entendre, balkanisation, signifiant que, bon, il y a une unité dure pure, une race aussi dure pure, et à partir de ce moment-là, dès que quelque chose dépasse, c'est le danger satanique. C'est quand même surprenant que ce soit le FN qui parle de balkanisation de l'Europe. Enfin bon, de la République, Et enfin bon, sur l'aspect, on va dire sociologique ou anthropologique, moi je crois que cette notion, puisque... Et tu n'as pas parlé d'Alfred Chabin? C'est très bien qu'il ait fait ça. C'est très bien qu'il ait fait dans la langue, justement, son intervention pour montrer qu'il est cohérent. Moi, je trouve ça très bien. Mais alors, ce que je disais, ce que je rappelais, c'est que la première fois où est apparue cette idée de culture régionale, etc., c'était en 72. C'était en 72 et à l'Assemblée est venu un député breton. Et qui s'est exprimé, et s'est exprimé en breton. Pourquoi? Alors, et à l'époque, ça a fait aussi des vagues. Mais oui, ça a fait des vagues. On dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Non, mais attention, je suis constitutif de la République, et moi, je m'exprime en ma langue. Alors, je reviens 2 secondes à ce qu'a dit, il y en a un qui a parlé du Moyen-Âge. Guénaud. Guénaud. Bon. Qui est lui-même du Moyen-Âge. Aux féodalités du Moyen-Âge. Les féodalités du Moyen-Âge. Il y a un problème. C'est que cet individu, qui est un personnage de premier plan, est un culte. Pourquoi? Parce que l'unicité du français, c'est pas le Moyen-Âge. Pendant la guerre de 14-18, dans les tranchées, les seuls qui parlaient français, qui parlaient le français officiel, c'était les officiers supérieurs et les Parisiens. Parce que Jacobin, c'était à Paris. La plupart du temps, et c'est pour ça que, par exemple, quand on regarde, et c'est historique, quand on regarde les guerres de tranchées de 14-18, pourquoi il y a eu des hécatombes de morts, etc. Mais exactement. Mais c'est vrai, ils ne se comprenaient pas. Les gars ne comprenaient pas. À partir du moment où la guerre... Et ça c'est aussi historique. Quand 14-18 est passé, le gouvernement français a compris 2 choses. Premièrement, les soldats, il ne fallait pas les habiller en rouge. Parce que c'est ce qui se passait au début de la guerre 14-18. Ils se faisaient une cible directe. Ah ben tu m'étonnes. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il fallait absolument qu'on inculque une langue pour que les gens arrivent à se comprendre. 14-18, c'est pas le Moyen-Âge, c'est pas féodal. Donc il faut réviser un petit peu ces livres d'histoire, mais peut-être qu'il ne les a pas lus. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de relire l'histoire française. Hector Elisabeth, je reviens un petit peu à ma question parce que je n'ai pas exactement entendu ce que je voulais. Moi, je prends le kidam de la rue. Oui, non, mais je n'ai pas encore répondu. Ah bon, comme Eric avait juste fait la parenthèse. Non, moi, ce que je voudrais dire... Comment je réagis quand il y a ce débat et que moi, j'ai des questions essentielles que je me pose? Je suis français. Il faut qu'on revienne chaque fois aux fondamentaux. L'un des fondamentaux, c'est que 25 pays ont déjà reconnu cette charte. Donc la France est un peu à la traîne. Un autre, c'est que effectivement, il faut lier ceci à la structure générale, disons, de la République française, qui, comme Eric l'a dit à plusieurs niveaux, est très marqué encore par le jacobinisme. Bon, parce que si on regarde juste nos voisins... La France de la rue ou la France de l'élite? Non, je parle de la structure de l'État. Donc la France de l'élite. Oui, mais c'est de l'élite, mais c'est elle qui nous gouverne. Oui, et qui sociologiquement... Quand on n'est pas en respect avec ça, on est des marrons. On est habitués, nous, on est des nègres marrons. Mais il faut bien voir qu'il y a une structure officielle qui est jacobine. Ce que je voulais dire par là, Hector Elisabeth, c'est que est-ce que ces atermoiements des hommes politiques, ces clivages entre la droite et la gauche, est-ce que ça représente véritablement la société? J'y viens. Et ce que je voulais dire, quand on est en Espagne, quand on est en Italie, d'ailleurs, Césaire prenait souvent l'exemple des régions italiennes, quand il parlait d'autogestion et d'autonomie. Quand on est dans les Landes de Alma, etc., on est dans de la décentralisation qui ne pose aucun problème, et ni aux langues, ni aux cultures régionales. Bon, actuellement, quand on regarde ce qui se passe en Catalogne, toutes les rues sont binomées.
Elles sont Exactement. nommées en espagnol, nommées en catalan. Tout ça pour dire quoi? Que nous sommes structurés par cet État, cette République, et moi, homme de la Houille, je suis structuré par ça. Pendant le Salon du Livre, nous avons lancé, avec Raphaël Confiant, un élément lié à une charte des langues créoles. Bon, et on a fait... Raphaël a mis ça sur le net pour recueillir des signatures, etc. Et on est en train de continuer à travailler sur ça. Pourquoi? Parce que la manière, et je reviens donc à ta question essentielle de la rue, la manière qu'il y aura de défendre le créole auprès de la rue, c'est permettre que la rue s'empare du créole. S'approprie, tout à fait. S'approprie le créole. Or, nous tous, Éric le disait aussi à un moment de l'émission, nous avons tous parlé créole chez nous, dans la rue, même dans la cour d'école, etc. Mais tout en ayant des interdits. De manière toujours illégitime. En se disant, oui, mais ce qu'on fait là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La question, précisément, et c'est ça l'intérêt historique des gens comme Confiant, comme Azaël Massieu dont on parlait tout à l'heure, etc., c'est de légitimer cette langue et de la légitimer auprès de ses locuteurs. Et ça, c'est complètement fondamental. Avec un élément supplémentaire, je crois, qui est important dans notre débat sur lequel nous, tous les trois ici, nous sommes très férus et très préoccupés par cette question du créole, des créoles. Il y a un élément très important, c'est que la langue régionale, quand on parle de créole, c'est une langue qui peut être considérée comme régionale par rapport à la France, mais c'est surtout une langue qui est internationale. Tout à fait. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est en ça que je dis que c'est le cheval qu'on emprunte. C'est pas nos chevals. On est plus important que le simple cadre de la France hexagonale. Et c'est un plus pour la France. Si on range le créole sous sa bannière internationale, c'est le pan-créolé. À 15 millions. Oui. 15 millions de locuteurs. Et c'est ça la pan-créolité. Voilà, et on tombe effectivement dans l'idée de la pan-créolité. C'est-à-dire que tu as... Et là, on dépasse carrément le cadre national. Absolument. Et c'est un plus pour la France. C'est un plus, ça pourrait être un plus pour la France si elle et était consciente. Et c'est en cela que le créole, c'est pour ça que je dis, c'est pas... Bon, on est obligé de passer par là. C'est une sorte de fauche codine, quoi. Bon, mais le créole, c'est une langue vernaculaire. Dans le sens où, par exemple, en Afrique, la langue vernaculaire, ce sont des langues qui passent dans plusieurs pays, le dioula, etc., etc. Voilà, ça, le créole, c'est une langue vernaculaire, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi une chose, c'est que quand on dit le créole tend à devenir quelque chose de générique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la langue. Parce que tout le monde peut aller à Paris apprendre le créole. C'est la culture. Mais c'est la culture. C'est l'histoire. L'esprit, c'est l'histoire. l'identité créole. Et c'est en cela le patrimoine, c'est... Voilà, et c'est en cela que nous sommes un petit peu différents. Pourquoi? Parce qu'à part des pays comme la Corse, peut-être, pays catalan, breton, non. Il y a l'esprit breton. Non, pas vraiment. Ils parlent breton. Mais par contre, il n'y a pas tout un esprit. Ce qui veut dire que, par exemple, ce qu'on disait... On peut aussi parler littérature. De littérature. C'est-à-dire que, par exemple... La créole est une réalité... Oui, mais ce qui fait que il y a quelque chose qui est très amusant. Dans les autres régions où on parle de langue minoritaire en déclin, etc., le gars, il va écrire un bouquin. Il écrit un bouquin en breton ou en occitan. Mais ça peut être un mec du Congo qui fait ça et qui écrit un bouquin. On dit, c'est en langue régionale. Bon. Tandis que nous, il y a l'esprit créole. C'est-à-dire que un homme comme Glissant écrit en français, ou Zobel, mais il est créole. Mais il est créole. Pourquoi? Parce que dans son esprit, les idées, les images qu'il amène, ça c'est créole. Il n'est pas autre chose. Et la structure même mentale de son écriture. La structure de son... Voilà. Et même pour l'ecclésia. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas que dans le créole, dans la Caraïbe. Tout à fait. Voilà. Nous sommes aussi créoles dans l'océan Indien. Et qui sont aussi des anciennes dépendances ou colonies françaises. J'ai une autre question qui me vient dans le courant du débat. Une charte européenne des langues régionales et minoritaires. Ça sous-entend qu'une équipe de chercheurs a pondu un texte au niveau du Conseil de l'Europe et a dit à ce Conseil, voilà, nous pensons que pour que des populations se sentent mieux, selon le cadre général de notre charte, la charte
européenne, nous pensons qu'il faudrait une amélioration sur tel plan, tel truc, tel machin, et ils ont finalement opté pour ce qu'ils ont appelé la charte donc, européenne des langues régionales. Ensuite, cette charte doit être validée par des pays plus Par ou moins... les parlements nationaux. Voilà. Alors, 25 pays ont dit, OK, nous on a conscience de la réalité du problème, et on valide, et on passe à autre chose. Il ne s'agit plus de réfléchir à la validité au nom de la charte pour nous, on Bien passe sûr. à d'autres débats, et des débats que sous-entend également la charte, des débats à venir. Alors que nous, en France, compte tenu de nos parlementaires et de nos élus, nous en sommes encore à valider la notion même de charte européenne des droits. Et par conséquent, tous les débats qui animent la créolité et les langues régionales au quotidien, Eric parlait hors antenne de la diglossie, Hector Elisabeth parlait d'une certaine illégitimité que nous portons avec nous dans la forme que nous entretenons avec la langue. Tous ces débats qui sont des débats très importants, le débat de la littérature, le lecteur, tous ces débats qui trouveraient une autre audience parce que validés dans leur réalité, pour l'instant, nous ne sommes pas du tout là en France. Alors, la question, elle est celle-là, elle est la suivante. Pour nous, où la créolité est une réalité de l'ensemble de la population, comme le disait Eric, ce n'est pas un cabocheur dans son petit coin qui va réveiller une langue morte depuis des décennies ou des millénaires. Non, c'est une société qui engage avec cette notion-là et tout ce qu'elle peut supposer une relation très intime. Et nous avons ce frein. Alors je reviens peut-être à la question de tout à l'heure, mais comment ça fait-il que l'Europe a validé un grand projet qui valide un petit peu les identités multiples et que nous, attends, je continue, et que nous, dans le cadre strictement français, nous soyons encore bloqués. C'est le paradoxe français. C'est le paradoxe français. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe qui est flagrant. La France est le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la Révolution française, des avancées, etc. Et c'est aussi le pays qui est le plus centralisateur, le plus conservateur. C'est-à-dire, c'est comme si, à un moment de l'histoire, ils sont allés trop loin. Il y a eu un renversement. Et puis, non, mais on recule. On aurait été là. On a coupé la tête du roi, les gars. Attention, on a mal fait. Mais tu dis une chose qui est très intéressante. On a coupé la tête du roi, etc. Et des nobles. Non, mais du roi. La France est un pays monarchiste. C'est-à-dire, ils ont un vécu républicain monarchiste. D'ailleurs, les présidents de la République sont mais des c'est ça, monarques. c'est très, très monarchiste, très conservateur, très machin. Etc. Donc ça, c'est la force vue de l'intérieur. Hein. Non, mais c'est vu de l'intérieur. Donc ce qui veut dire que, tu sais, c'est comme quelqu'un... Mais nous dans tout ça, Eric, nous dans tout ça. Nous, auteurs, nous, intellectuels, nous, gens de la rue, nous... Non, mais ça, c'est de un long travail. l'ultra-périphérie. De l'ultra-périphérie. Mais ça sous-entend que nous sommes... C'est comme une manière de nous maintenir peu ou prou dans une forme de marronnage avec cette langue. Mais moi je crois, ce que vient de dire Eric, je te rappelle, mon cher Rodolphe, qu'on a eu la même discussion quand on a dit que la France était allée très loin, c'est la Révolution française, etc., à l'avant-garde, et que maintenant, elle se retrouvait en queue de peloton en étant plus conservateur. Exactement. On en a discuté il n'y a pas longtemps. Oui. Je suis très heureux de voir qu'on fasse la même chose sans jamais s'être concerté. La question, c'est quoi? C'est que Eric a utilisé un terme, mais il y a un terme qui est beaucoup plus usité quand on parle de ça. On parle toujours de l'exception française. Oui, exactement. On parle de l'exception nous y allons. On est dedans. Mais là où il y a... Il y a un vrai problème, et puis que ça fait là où il y a, à mon avis... C'est pas 500 000 mounes dans les 50 millions. Non, mais là... C'est la majorité des Martiniquais. Là où il y a, à mon avis, deux éléments importants. Le premier, c'est que c'est... je vais utiliser un truc un peu prétentieux, je vais dire la vie sauve de la France, de l'Hexagone, va passer par nous. C'est nous qui allons sauver la France dans cette affaire-là. Dans l'affaire des langues régionales. Oui, et de la diversité en général. C'est nous. Mais pour ajouter de l'eau à ton moulin, Hector, avec la Guyane, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, leur dépendance
avec les anciennes colonies, les anciennes dépendances de la France, effectivement, le rayonnement créole de la C'est de France ça que je parle. serait extraordinaire. C'est de ça que je parle. Et Il y a vraiment un engagement là à prendre. Et comment ce pays, donc... Mais la question, c'est que nous allons sauver la France dans ce débat-là, mais à condition que nous en soyons convaincus. Et d'où la conscience collective. Bon, on en revient à ma question du départ. Oui, ça veut dire que... Il ne faut pas donc se laisser abuser par ces oui, débats et politiques. il faut surtout que nous, Nous ne pouvons pas nous laisser abuser. Il par faut ces qu'on débats soit politiques. intelligent, il faut qu'on travaille la question, il faut qu'on soit militant sur ces questions-là, de manière à montrer que non seulement, comme elles sont fondamentales pour nous, et dans cette notion de pancréolité dont j'ai parlé, c'est-à-dire au plan international, en même temps, nous attirons la France sur un terrain pour la sortir de cette gangue conservatrice dans laquelle elle s'est enfermée. Je vais prendre un autre exemple qui rendra certainement plus clair Pourquoi? Parce que, ma attends, précision. il y a une Éric chose qu'il faut Arcillonis. bien comprendre dans cette affaire-là, c'est que il y a, la charte s'appelle la charte sur les langues régionales, hein, Et minoritaire. et minoritaires. Nous ne sommes pas minoritaires, donc il n'y a aucun problème. Je non. Mais ce n'est Mais pas, ce n'est pas une langue, c'est une culture. Voilà. C'est plus qu'une langue. Mais largement plus. Mais nous en sommes en débat, c'est ça que je dis. moi attention, aussi. et attention, c'est une culture et avec une énorme différence. C'est-à-dire que les autres, sans minorer qui que ce soit, les autres langues et cultures, bretonnes, occitanes, machin, sont, comment dire, autocentrées. C'est-à-dire- En étroite périphérie. Alors que Non, non, nous non, sommes un peu c'est plus- eux-mêmes. Tandis que nous, Tout à fait. nous sommes une langue et une culture agrégative. Tout à fait. C'est-à-dire que, et c'est pas pour... C'est-à-dire que les Saint-Luciens à côté sont nos frères Non, non, autour c'est du même pas- créole. Et même non, plus non, loin. non, 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 non. C'est-à-dire les Africains, les Ah oui, machins. carrément. Mais oui, Ah oui, mais oui, oui. oui. Et c'est pas pour rien qu'il y a quelques années, le Québec est venu s'implanter en Martinique, à Sainte-Marie. Pourquoi? Ils avaient dit, la Nous Martinique, sommes aussi c'est le créoles. laboratoire de demain. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que, un exemple, en termes de culture, hein, et ça c'est culture créole même, tout le monde est habitué, a connu dans son enfance les débits de la régie. Le débit de la régie, c'est quelque chose que normalement, la région, ceux qui sont en charge du patrimoine, devraient préserver. Pourquoi? Parce qu'il est identitaire. Mais c'est Et pire culturel, que ça. culturel. C'est-à-dire que c'est... Pour donner un exemple, dans les années 60, mi-années 60, la France découvre les libres-services. 66, c'est arrivé. Ça a fait une révolution dans le Landerneau. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, avant cette époque-là, on voulait du pain, on l'allait chez le boulanger, on voulait de machin, on l'allait chez le boucher, etc., etc. En un moment, on a découvert une structure, une même structure, où on vend de tout. Quelques années plus tard, toujours en France, on avait fait une révolution, hein. Quelques années plus tard, on découvre le crédit. Ces messieurs étaient malades. Nous, depuis l'esclavage, nous te connaissons ça. C'est-à-dire le début. Mais oui, Les Attends. carnets de crédit, le débit de la régie. Non, Ça nous naît. mais non, mais c'est pas ça. Le débit de la régie, c'est quelque chose. Le Il dégagiste faut- s'est acheté nous à crédit aussi. Mais non, ça Mais c'est si, un le obéi. dégage, acheter nègre à crédit. Non, mais attends, mais Acheter regarde. nègre à crédit. Il faut voir. Normalement, on devrait faire des études sur les gens qui tenaient les débits de la régie. Pourquoi? Est-ce que tu t'imagines que tu as dans un petit local, on vend de la morue au pain, à l'huile, boîte de conserve, avec des mesures différentes. On passe de la roquille au galon, au machin, tout ça, et la personne... Tout ça à crédit. Oui, mais la personne qui possède le débit de la régie navigue dans toutes ces données, fait à son petit carnet, tac, tac, à la fin du mois, tac, tac, tac. C'est énorme. Éléments qu'on retrouve d'ailleurs dans les cultures chinoises, dans les cultures Exactement. arabes, etc., qui sont des cultures de solidarité en réalité. De solidarité. De solidarité. Mais est-ce que tu t'imagines? Mais c'est là où... Bon, moi je suis un militant de la chose créole. Je dis, mais le Martiniquais, le Guadeloupéen, enfin le Caribéen, mais c'est un homme exceptionnel. C'est-à-dire que dans une même journée, il fait le tour du monde. Mais Hector Elisabeth. ce que je voulais juste ajouter à cela, pour dire à quel point, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est premièrement, nous avons une véritable mission de sauvegarde de la France dans cette affaire-là.
Et deuxièmement, ça veut dire qu'il nous faut travailler, être offensif, être intelligent, etc. L'exemple que je prends tout le temps, c'est l'exemple de Glissant. Glissant dit quoi? Glissant dit créolisation du monde. En réalité, quand il dit créolisation du monde, c'est le problème de la mondialisation, de l'interculturalité, etc. Mais il arrive à imposer le concept de créolisation comme fédérateur de tous ces concepts. Et actuellement, quand vous... Bon, moi, c'est mon boulot de toute la littérature de sciences sociales dans ce domaine-là, il n'y a pas un seul expert en sciences sociales qui ne fasse pas référence à Glissant quand il parle d'interculturalité, d'hybridation, etc. Tout le monde se réfère à la créolisation que Glissant a inventée. Créolisation. Et c'est pour ça que, nous sommes largement supérieurs. Ce n'est pas des langues. On a besoin de cette charte pour rentrer. Mais c'est de la culture. Mais c'est de la culture. Là où je voulais en venir tout à l'heure, et je vais finir par le dire, finalement, ce que je voulais dire de manière très synthétique, c'est qu'en la matière, la France, pour nous, toujours présentée comme un modèle, sur ce coup-là, n'en est pas un du tout. On est d'accord avec toi. Hein. Oui, non, mais il faut le dire, pour que le téléspectateur et la téléspectatrice, qui a souvent, n'est-ce pas... Mais on a dit plus que ça, on a dit que c'est nous qui allons les France sortir. comme modèle. Non, là, la France n'est pas un modèle. Je prends un exemple. Rodolphe, c'est pas la France, parce que la France, c'est nous. Nous Français. Non, alors donc maintenant, c'est à nous de faire le travail. Non, mais je vais vous prendre un exemple. La question de la créolité n'a jamais, tout au moins dans les débats récents, divisé nos politiques. Non, enfin... Il y a un consensus général, oui, tout de même. Oui. Même à l'extrême, même à la droite, pardon. Oui. Il paraît même que les idées autonomistes ont franchi les lignes du milieu, ils sont même jusqu'aux lignes de la droite. Mais il faut quand même reconnaître que là, nos politiques s'entendent quand ils parlent sur la question du créole. Ouais. On peut s'achoper, ils peuvent s'achoper sur d'autres choses. Mais là, ils ne sont jamais allés aussi loin que ça. Les parlementaires français se disputent avec des arguments totalement fallacieux. Ils se disputent. Non, je ne suis pas d'accord. Et là-dessus, ils ne sont pas un modèle. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils se disputent sur les langues régionales hexagonales. Nous, c'est autre chose. Mais ils se disputent de fait sur les nôtres aussi de langue. Non. Là, non. Si tu vas voir Guénaud, tu dis, oui, mais le créole, qu'est-ce que c'est? Ah, mais non, mais c'est mon étranger. Oui, hein. Voilà. Non. Mais il commet encore une erreur quand il dit ça. Mais c'est là où notre... Enfin, une erreur. Attends. Je me Qui comprends. c'est qui a dit l'heure de nous-mêmes est arrivée? Oui, mais c'est là où je vais en venir. Voilà. C'est là où je vais en venir. Voilà. Et cet exemple-là est très intéressant parce que c'est pas un exemple à suivre. Et quand j'ai martelé un petit peu cette notion-là, face à des hésitations comme celle-là, nous qui sommes tellement engagés dans la créolité et qui, pour nous, c'est une question cruciale, peut-être vitale sur le plan culturel, sur le plan identitaire, il ne faut pas nous laisser embarrasser par ça et continuons notre travail. C'est là où je voulais en venir. Attends, est-ce que tu sais ce qu'avait dit Senghor, Léopold Sédar Senghor, quand De Gaulle était venu le voir? En Afrique. En Afrique, au Sénégal. Au Sénégal. Il a dit quoi? Aidez-nous à vous aider. Le problème est là, c'est tout. Absolument. Aidez-nous à vous aider. Nous sommes déjà allés beaucoup plus loin. On est beaucoup plus loin. Mais et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème de prendre la conscience et de faire passer le fait qu'on est beaucoup plus loin. C'est ça. On est dans cette configuration, c'est-à-dire que objectivement on est déjà plus loin, on travaille déjà beaucoup plus sur ça, mais est-ce que collectivement on a conscience qu'on est déjà plus loin? Et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que même en matière de littérature, je reviens au salon on s'est battu pour que ça soit un salon les mondes créoles. Parce que c'est ça qu'on voulait mettre en exergue. C'est cette dynamique qui existe, cette avancée, cette avant-garde qu'on représente par rapport à des cultures européennes qui sont peut-être un peu plus figées, un peu plus... Mais ça, c'est leur problème. Nous, il faut qu'on avance à notre rythme. Ça veut dire qu'on a un rythme qui est beaucoup plus dynamique. Tu sais, on est exactement... en parlant, j'y pensais. On est exactement comme dans la pièce de Molière. Tu sais, le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain. Bon, il faisait de la prose, il ne savait pas qu'il faisait de la prose. Nous faisons de la culture au jour le jour, et on ne sait pas qu'on fait de la culture. On s'imagine que ce que l'autre fait à 8000 km, c'est de la culture. C'est pas vrai.
Là, C'est ça, on a un culture. exemple, on peut pointer, nous, petit pays, petite identité, petite culture, on peut pointer la France du doigt et lui dire attention, parce que nous, on est dans un débat On ne beaucoup pointe plus... pas la France, Rodolphe. Nous sommes Ah bon français. Nous sommes français. mais- C'est à nous de parler. Ah non, non, mais de toute façon, Mais on nous la sommes pointe. français. Quand je dis Nous sommes- qu'on la pointe, c'est qu'on Mais ils ne savent on pas. la met à l'amende, comme on dit, Mais- et on lui dit attention, parce que nous sommes dans un autre mais cadre. le débat n'est pas franco-français. C'est là où il ne faut pas se tromper. Le débat est D'autant sur plus pour nous. les cultures occidentales, la vision occidentale, disons, du monde, et la vision non occidentale du monde. C'est ça le vrai débat. Et la vision de la créolisation, c'est une vision non occidentale. Elle est internationale, mais elle n'est pas occidentale. Et récemment, il y avait une jeune écrivaine africaine qui est passée... Léonora Miano. Miano. Prix Féminin 2013. Et qui le disait en parlant des cultures subsahariennes, il disait, mais il faut qu'on arrête de penser que c'est le chasseur seulement qui a le droit d'écrire l'histoire. Ou qui a faim. Donc, Qui a faim. nous, si on a été les chassés, c'est à nous maintenant d'imposer notre vision et Voilà. qui est intelligente et qui est prospective. Et en cela, nous avons élu des gens. Hein. Nous avons élu des gens, ils vont en France, ils vont à l'Assemblée. Tout à fait, machin. tout à fait. C'est pas juste pour se balader, Tout à fait. c'est pour être conscient. Non, mais la preuve, Marie-Jeanne est tellement qu'il est monté là-haut et qu'il leur a donné sa façon de penser. Mais en c'est le seul créole. qui a fait ça. Mais aussi, ça nous permet également, messieurs, chez nous, parce que c'est une réalité, la créolité pour nous, et cette culture et cette langue régionale minorée, c'est une réalité, ça nous permet aussi de saluer tous nos auteurs. Et Hector a cité Édouard Glissant, parce que la théorisation même de la créolité, et tout ce que ça peut englober comme réflexion, comme énergie, comme dynamique, tout ça, pour nous, c'est une réalité. Bien sûr. Et ça, c'est important Et de le signaler. travail sur les langues, je rappelle que lors du salon, on a mis en place un séminaire universitaire avec Confiant, etc., sur l'intercompréhension des langues créoles. Et on est en plein dedans, là, avec cette affaire-là. Et on a l'intention de continuer sur ce travail de séminaire sur cette partie linguistique pure. Quelle est C'est ça. l'intercompréhension? Mais attends, pour terminer, dans un truc, je ne sais pas si... peut-être que tu étais trop jeune. Il y avait un groupe qui s'appelait Sixième Continent. Oui, avec Cali. Mais voilà, mais c'était ça, hein, Voilà. le truc, le Sixième Continent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'émission, malheureusement, touche à sa fin. Le débat est intéressant. Il pourrait se poursuivre très, très longtemps. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, notre émission, effectivement, touche à sa fin. Eric C'est Ercili fait. Héloïse, journaliste à France Antilles. Accessoirement. Hector Elisabeth, sociologue. Merci d'avoir été en notre compagnie pour éclairer nos C'est lanternes nous. sur ce débat. C'est nous, merci. Notre antenne vous sera toujours ouverte. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, à la semaine prochaine. D'ici là, restez bien branchés. Et certainement qu'on va consacrer une autre émission à, peut-être pas forcément à ce débat, mais au débat de la créolité de manière plus générale. Nous sommes Oui. à ta disposition. Bien sûr. Merci de vos lumières et de cette merveilleuse émission. Bye bye, ciao ciao. Le-